qu'on reçoit ce soir, LM Ingénierie. Je vais brièvement parler de comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un appel d'offres avec le ministère de la Culture pour la réhabilitation du patrimoine du XXe siècle. On avait répondu sur le réhabiliter le patrimoine universitaire. Et justement, avec Laurent, il y avait une réflexion sur la question de l'enveloppe et comment utiliser le potentiel des bâtiments existants plutôt que de les isoler et d'avoir un type de réhabilitation qui était exclusivement basé sur la performance, elle-même indexée sur le financement, et puis et on connaît la suite. Dans la pratique de l'agence, c'est Laurent est architecte et ingénieur. Je crois qu'à vous deux, vous combinez tout le panel entre la partie ingénierie structurelle et puis ingénierie fluide et ingénierie aussi justement des échanges. Et il y a un point qui est extrêmement notable, et c'est le premier point qui est vertueux, c'est de considérer l'enveloppe dans sa totalité. C'est-à-dire on ne découpe pas l'enveloppe en fonction de différentes disciplines, il n'y a pas un ingénieur structure et puis ensuite on isole et puis ensuite il y a le HUE qui vient derrière. Considérer l'enveloppe comme totalité pour pouvoir la penser dans son fonctionnement global. Ça c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est très important. Il y a la question des matériaux, donc il travaille avec, on va voir les projets, il y a les ronds de chanvre, il y a la paille, il y a la terre. Donc ça c'est les matériaux biosourcés, ça c'est ce qu'on, c'est d'actualité, on connaît cette sonorité-là, on connaît aussi, mais je pense que Laurent va le présenter sous des aspects et sous un niveau de performance qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire vraiment une architecture bas carbone, très très bas carbone, c'est vraiment les émissions. Mais ça, c'est encore des choses qui sont issues d'un univers du calcul. Et ce qui est, à mon avis, le plus remarquable, c'est de réinstituer et de repenser et d'être capable de quantifier l'ensemble de l'enveloppe dans ces échanges. C'est-à-dire, au lieu d'avoir on connaît le paradigme d'isolation qui est né après la crise pétrolière de 73, et ce paradigme qui scientifiquement est à peine étayé, c'est un paradigme justement d'isolation. On quantifie les performances en fonction de la limitation des échanges. En considérant l'enveloppe comme une totalité, en réintégrant tout un vocabulaire de diffusivité, d'émissivité, de qualité de la paroi, les différentes phases de la paroi, et des échanges à la fois aériens, des échanges en termes d'hygrométrie, il y a une approche beaucoup plus fine du fonctionnement du bâtiment, et cette approche beaucoup plus fine, elle permet d'apprécier la cohabitation des matériaux, on va le voir sur certains projets, et ça, pour moi, c'est un changement complet de paradigme, c'est-à-dire entre quantifier un taux d'isolation et arriver à comprendre le fonctionnement du bâtiment dans tous ces échanges, c'est-à-dire une vision thermodynamique globale, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Voilà. Donc on va, je pense, en parler ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Laurent. Et moi, c'est moi. Donc, on a deux profils tout à fait complémentaires. C'est-à-dire, moi, je suis plutôt ingénieur à la base en structure, en mécanique et architecte. Et moi, j'ai une formation plutôt généraliste, axée sur des questions énergétiques un peu élargies, plutôt au sens mécanique des fluides, parce que j'ai une formation plutôt architecture navale à l'école centrale de Nantes, et pas du tout bâtiment. C'était assez complémentaire avec celle de Laurent. Et puis du coup, on s'est effectivement concentré sur une approche qui n'est pas très courante dans l'ingénierie, puisqu'on a décidé d'associer une approche de la matière au sens construite et structurel et le côté immatériel de la construction au sens énergétique et fluide, non pas les fluides qui passent dans les canalisations, etc., mais fluide au sens mécanique des fluides, des transferts d'énergie dans le bâtiment. On a une présentation dans laquelle on va passer en vue un peu différent à travers différents projets auxquels on a collaboré. On va essayer de montrer un peu les différentes étapes des recherches qu'on mène finalement à travers ces projets et qui nous ont permis
d'avancer sur un certain nombre de sujets que Grégory a un petit peu esquissé. On est une toute petite agence, hein, on est une agence de 6 personnes actuellement, avec 3 ingénieurs, 2 architectes. On a dans notre approche un peu l'habitude de questionner l'espace physique sur lequel on intervient pour essayer de comprendre comment les phénomènes de cet environnement interagissent avec la matière architecturale et construite dans cette dimension climatique et énergétique. Donc le premier exemple qu'on vous montre ça, ici, c'est donc un petit bâtiment qui a été réhabilité à Paris, qui est donc un immeuble de logement pour la RIVP, rue de la Huchette, et qui était un bâtiment ancien avec un soubassement du XVIe siècle. On le voit ici il est repéré déjà sur le plan cadastral du XVIIIe siècle. Et donc ce premier projet qu'on a démarré très tôt dans l'activité de l'agence, puisque c'était en 2008, nous a questionné sur la manière d'intervenir sur cette maçonnerie ancienne, comment repenser les techniques auxquelles on est habitué quand on travaille sur du bâtiment neuf en adéquation avec cette matière ancienne composée d'une vieille maçonnerie de moellons avec un plâtras de chaux et de plâtre qui lie toutes ces pierres. Et donc plus le fait que ce qu'on voit sur l'image d'avant, c'est que il y a une question un peu structurelle compliquée, c'est que les planchers il y avait beaucoup de flèches et on avait une structure principale en poutre en chaîne de 50-50 qui avait claqué parce que les planchers avaient été surchargés. Et donc on a dû reprendre toutes les structures de plancher en plus de cette intervention sur l'enveloppe. Donc on a gardé que les murs en pierre, avec une petite partie aussi qui était neuve qu'on voyait sur l'image d'avant. Un petit escalier de distribution au niveau du tunnel situé au nord là, qui était trop dégradé pour être conservé et qu'on a dû reconstruire à neuf, mais au même emplacement, dans quasiment le même volumétrie que c'est externe. Donc ce que disait Laurent, c'est la première réflexion sur l'enveloppe, où ce qu'on illustre un petit peu par ces schémas, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'apporter une isolation sur un matériau qui a une certaine capacité thermique et un certain degré d'isolation, d'apporter des choses qui ne vont pas perturber de manière trop drastique le comportement existant, tout en apportant quand même un certain niveau de performance, parce que le projet s'inscrit dans le cadre d'une réhabilitation de logement social, donc financé par la ville, avec des objectifs de plan climat rénovation donc de 80 kWh par mètre carré. Et avec les petits diagrammes qui montrent que isoler d'un côté, notamment à l'intérieur, c'est assez problématique au niveau des questions de condensation et du fait qu'on est obligé d'étancher le mur et qu'on a forcément une mise en œuvre qui n'est pas toujours parfaite et donc a priori forcément des problèmes de points de rosée dans les murs et donc des dégradations des matériaux et à l'inverse une isolation par l'extérieur qui peut apporter certaines réponses mais qui pose la vraie question du patrimoine de la façade qui n'est pas du tout en adéquation avec le projet tel qu'on l'envisage. Et donc nous, la solution qu'on a apportée, c'est un peu par le biais de la réalisation qu'on a abordé un matériau qui est le béton de chanvre, qui est un mélange de chaux et de chanvre, donc la paille de chanvre, qui a l'avantage d'être à la fois un peu isolant et à la fois d'apporter de l'inertie par des phénomènes de changement de phase à l'intérieur du matériau parce qu'il est très absorbant en termes de vapeur d'eau. Et il a une masse volumique qui est à peu près de l'ordre de 400 kg du mètre cube, donc il est à la fois isolant, 2 fois moins isolant qu'une aise à peu près, mais en même temps assez lourd. Et donc là, on a envisagé ça de deux manières.
à la fois à l'intérieur, de manière un peu classique, entre guillemets, puisque ça reste, c'est pas l'isolant en laine, et à l'extérieur en enduit isolant, parce qu'en fait on avait des épaisseurs assez importantes d'enduit sur les façades existantes, et notamment de l'ordre de 6 à 7 cm. Donc quand on sait que l'enduit de finition il fait que 2 cm, on a un petit vide disponible de plusieurs centimètres, qu'on a utilisé en épaississant le corps d'enduit, en mettant du chanvre dedans et en apportant un petit début d'isolation supplémentaire, qui permet à la fois de conserver la volumétrie au niveau des bandeaux, des dépendances, et d'apporter un petit delta supplémentaire au niveau de la performance thermique. Donc là, ce qu'on voit sur l'image, c'est les deux types de béton de chanvre, à la fois à l'intérieur à gauche qui est un peu plus dosé en chanvre, un peu plus léger, et celui de l'enduit qui est un peu plus massif, un peu plus lourd, qui permet de restituer un travail de façade assez intéressant. On a d'autres chantiers qui ont été faits à côté, notamment chez le du temple de réhabilitation, où on arrive à refaire des dessins de façade des bonnets nature parce qu'en fait on reste dans un travail d'enduit malgré l'isolation apportée. Et puisque à Paris, sur ce type de patrimoine, il est totalement inimaginable de mettre une isolation comme on le trouve dans un patrimoine plus récent, puisque la ville de Paris a permis ça. Là, on voit aussi la situation du chantier un peu complexe. Rue de la Huchette, on est en plein quartier latin, donc il y avait l'emprise du chantier extrêmement réduite ici dans le passage rue Privat, Xavier Privat, qui est entre les quais de Seine et puis la rue de la Huchette. Et donc on a les deux machines qui servent à la projection du béton de chanvre. D'un côté, à droite, la machine qui projette le lait chaud, et de l'autre côté, la machine qui projette le chanvre, et qui se retrouve ensuite agglomérée dans la lance, en bout de lance, pour constituer le béton de chanvre. Le béton de chanvre, il est soit mis en œuvre rue de la Huchette directement sur un mur, sans ossature, soit quand on est dans des constructions neuves, mis en œuvre dans une ossature bois, puisque le béton de chanvre est conçu pour être un matériau isolant de remplissage, et il n'est pas considéré comme porteur. Faire un béton de chanvre porteur conduirait à faire un matériau qui serait moins isolant et du coup moins performant. Alors, ça illustre un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur les différentes typologies d'intervention. On voulait comparer à l'époque un petit peu déjà, c'est vraiment la problématique du pont thermique et du lien entre la structure et la façade, et la combinaison structurelle et isolation. Avec le premier dessin à gauche, qui est le mur existant, on voit qu'il y a un certain gradient de température entre l'intérieur et l'extérieur qui est linéaire, qui est homogène. Et qu'on compare avec l'isolation par l'intérieur, on vient un peu malmener le mur en isolant fortement par l'intérieur, du coup en changeant complètement son environnement. Il se retrouve dans un environnement plutôt très froid parce qu'il a plus cette perte de chaleur. Et alors déjà ça crée au niveau thermique des plats thermiques, parce qu'il y a un peu une défaillance d'isolation dans le bloc. Ce qui est assez intéressant, c'est d'avoir des ordres de grandeur où on sait que quand on est dans des logiques d'isolation, on va avoir autant de perte thermique sur l'ensemble d'un mètre linéaire de façade sur la hauteur que par le mètre linéaire de pont thermique. Donc en fait, on surisole alors que tout s'en va par la ligne plancher, c'est un peu bête, ce qu'on voit un petit peu dans cette image. Et surtout que, en plus, ce qu'on a dit, c'est des problèmes de condensation, de pathologie potentielle, et puis peut-être de dégradation interne des joints de maçonnerie, parce qu'ils sont toujours en environnement froid, donc je pense qu'ils sont un peu moins, ils sont un peu plus contraints. Et donc la solution de droite, qui correspond à ce qu'on a fait avec le béton de chanvre qui intéresse sur les deux faces, on voit que le mur, malgré tout, même si on apporte une isolation qui, pour nous, est satisfaisante parce qu'elle permet d'atteindre le point climat, le mur, il reste un petit peu dans la même typologie d'environnement hygrothermique. Et puis on voit bien l'impact du pont thermique au niveau du plancher qui est relativement qui est plus minime que dans le cas isolation par l'intérieur. Et du coup, c'est vrai que ces petits travaux qu'on fait là sur le travail sur les ponts thermiques et l'intervention sur l'enveloppe qui se résume ici à des choses relativement basiques, puisque on a simplement l'isolation en béton de chanvre dans l'enduit extérieur et à l'intérieur. Ce qui est très intéressant surtout, c'est que on a un travail conjoint sur
la question thermique, l'analyse du plan thermique, et la question de la construction qu'on fait du coup en interne et qui permettent une optimisation de la réponse à l'enjeu à la fois de la construction et sa pérennité et la question de sa performance sur le plan des perditions thermiques. Voilà, puis du coup on voit ce genre de détails ici, par exemple, sur le travail sur l'encadrement des baies, où on a justement un soin qui a été apporté dans l'ajout d'une petite plaque isolante sur les tableaux intérieurs de la baie pour compléter la continuité du système d'isolation par l'extérieur avec l'enduit isolant et par l'intérieur avec le béton de chambre, et ce petit traitement en tableau de baie qui peut paraître effectivement pas grand-chose, mais tous ces quelques petits centimètres qu'on apporte dans les ponts thermiques réduisent considérablement les pertes. Du coup, les ordres de grandeur, c'est qu'on avait 10 cm de béton de chanvre à l'intérieur, en isolation, en rénovation, sachant que le béton de chanvre il est à peu près équivalent à 5 cm de laine. Donc ça fait 5 cm d'isolation à l'intérieur en termes de calcul de résistance thermique simple. Ce qui est plutôt assez bien, parce que disons que quand on isole un bâtiment aujourd'hui, on va plutôt partir en général sur de trouver des épaisseurs d'isolant qui sont du double de ce qu'on a mis. Et c'est justement ce travail sur les ponts thermiques, comme l'expliquait Grégoire, qui a permis de rééquilibrer un peu l'intervention sur l'enveloppe globalement. Le deuxième projet qu'on vous présente, c'est une maison individuelle qu'on a réalisée avec Baron et Tressaco il y a quelques années, donc à Gonneville-sur-Mer dans le Calvados. Cette maison, elle est relativement simple dans sa volumétrie, et en fait, la jeunesse de ce projet résulte d'un processus assez complexe en fait sur le plan collaboratif, parce que il y a malgré tout une certaine complexité du plan qu'on devine un petit peu ici par le mélange d'espaces qui sont un peu intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur, et qu'on retrouve dans ce plan qui est un plan dessiné de manière totalement autonome par les architectes. Il n'est pas dessiné à quatre mains, ingénieurs et architectes, mais c'est un plan dans lequel on a un dispositif qu'on voit ici par les espaces colorés, qui sont en fait 3 serres qui organisent le plan de la maison, et qui sont des serres par lesquelles l'air de ventilation est apporté à travers des puits canadiens, préchauffé dans les serres avant d'être distribué dans les espaces autour de ces serres. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans un dialogue entre architectes et ingénieurs, dans l'esquisse du projet, à un moment donné, on trouve une espèce d'imbrication entre le projet architectural et un dispositif qui est un dispositif climatique un peu complexe, qui fait que le plan s'organise en intégrant complètement non pas un réseau de gaines et d'équipements techniques qu'on va positionner justement dans un espace qui ne gêne pas l'organisation du plan, mais le plan architectural s'organise complètement en intégrant des dispositifs qui ont la taille d'une pièce. Les serres, ici, c'est des dispositifs qui servent la ventilation, mais elles font la taille d'une pièce, et elles sont pensées finalement comme un peu les poumons de la maison par lesquels la maison respire. Et donc ça génère finalement cette spatialité avec ces serres qui sont des jardins climatiques. Et on voit ici justement l'entrée d'air qui arrive du sol, et les grilles qui après font une communication entre les serres et puis les espaces de la maison pour la ventilation. Et par ailleurs, donc, cette maison est aussi entièrement réalisée en béton de chanvre, ce qui fait que là les serres sont
habillé par des murs enduits en chaux, mais isolés en chambre, et toute l'enveloppe verticale et de toiture est réalisée en béton pur. Et par ailleurs, c'est une maison, je crois, qui est chauffée avec un poêle. Il n'y a pas beaucoup plus que... Oui, ils ont mis quand même un plancher chauffant électrique et un poêle, et c'est vrai qu'on n'a jamais de retour très précis, mais grosso modo, il se chauffait qu'avec le poêle. Donc ça marchait pas mal. Et puis un point qui est intéressant, c'est que dans nos estimations, on voit que en fait, on met vraiment le budget dans la partie construction. Le poids des équipements techniques est assez faible et l'essentiel part dans ce qui va durer, dans ce qui constitue un petit peu la qualité du projet, c'est-à-dire dans l'enveloppe. Et les dispositifs climatiques au sens architectural. Oui, puisque donc, quand on fait le tour un peu sur le plan économique de l'investissement sur les fondations, l'enveloppe du bâtiment, on arrive à 70% du prix de l'opération qui est investi dans en quelque sorte le gros œuvre, le clou est couvert. Ce qui est quand même assez considérable, parce qu'en général on est plutôt à 50%, 55 ou 60%. Le troisième petit projet qu'on vous montre, c'est une petite surélévation qu'on a faite dans Paris, qui avait une contrainte qui était que la façade sud, on voit là la façade nord, mais la façade sud est une façade qui était une façade qu'on ne pouvait pas ouvrir sur l'extérieur, puisque on était en limite séparative, et c'était donc une façade opaque. Alors là on voit la maison avant, et donc on a mis en place un dispositif climatique un petit peu sophistiqué sur cette façade sud. Ouais, sachant que le projet de départ, c'est comme un maître d'ouvrage qui possède la maison, donc qui veut faire une surélévation, qui a un budget assez limité. C'est déjà une logique un peu d'économie restreinte, de trouver des solutions qui permettent d'avoir de la place, donc un peu de finesse d'enveloppe, et puis de performance, et puis d'économie. Donc là, c'est en référence à un projet de Christoph Kuhn qui existait en Allemagne depuis quelques temps. Donc le principe d'enveloppe qu'on a mis en place, c'est une enveloppe sans isolation, en fait, avec une paroi structurelle en bois massif, qui est la peau intérieure, une lame d'air et une peau extérieure en polycarbonate. Et en fait, l'air, ce qu'on met sur le petit schéma, l'air qui rentre dans la lame d'air, en fait, il se préchauffe déjà par les déperditions thermiques au sein même de la peau. Il est récupéré dans une petite zone en comble avant d'être envoyé dans les pièces des logements en passant par la cave. Donc on a une espèce de circuit on met en pression la maison, en fait, en prenant l'air qui chemine par la lame d'air de l'enveloppe et les combles, et par la cave. Donc, on a une espèce déjà de récupération de chaleur, et en plus, dès qu'il y a du soleil, ça chauffe en hiver, et donc ça fait vraiment une espèce de chauffage passif. Et la cave qui fait phénomène d'inertie à la fois en hiver et en été, avec un peu stockage de chaleur et puis stockage de fraîcheur en été. Du coup, ce qui est assez formidable, c'est que là, on voit l'enveloppe de cette façade sud, et ici un petit peu plus en détail, cette enveloppe, elle est composée uniquement d'une peau de polycarbonate et d'un panneau de bois massif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'isolation. Et comme dit Grégoire, on est sur un système un peu qui est pariétodynamique, dans lequel en fait la perte d'énergie à travers le mur est récupérée par l'air qui transite dans la lame d'air, et donc cette énergie, elle revient dans l'intérieur de la maison. Et là, par contre, on a un peu des retours des clients. Ouais, ce qui est du coup parce qu'en fait, finalement, ensuite, on a rajouté un enduit isolant sur la façade sur rue, un petit enduit en béton de 3-4 cm, un peu comme la rue de la Huchette. Et on se retrouve avec des consommations qui sont de l'ordre d'un niveau bâtiment basse consommation, enfin réhabilitation, donc à peu près 80 kWh par mètre carré. Donc ce qui est plutôt assez satisfaisant dans la mesure où on n'est pas sur des isolations très très importantes. Après, il faut
pour mettre ça dans le contexte parisien, il y a un peu de mitoyenneté, donc il n'y a pas un espace de façade énorme, mais on est à un niveau relativement satisfaisant vis-à-vis du niveau de performance statique sur le papier. Voilà, c'est assez intéressant. Et que globalement, toutes les parois, toutes les parties verticales opaques de façade ne sont pas vidées. Ouais. Au sens où il n'y a pas du tout d'isolant comme on l'entend classiquement. Et il y a un petit, ce qu'on voyait à la dernière photo, c'était un petit, il y a un petit du coup switch hiver-été où en été en fait forcément on chante un petit peu la lame d'air qui surchauffe. Et donc là c'est évacué dans l'escalier de la maison, ce qu'on voit dans l'image de droite. Et donc l'air vient directement de la cave et donc de la rue. Parce que la cave est ventilée aussi, il y a quand même une brisure sur la rue. Et donc c'est assez simple, il y a un petit interrupteur dans la cage d'escalier où les personnes qui habitent là, au moment où il commence à faire chaud, ils basculent sur le mode été, le mode hiver sont les quais, et ça inverse le système. Et donc on se pose la question de savoir s'ils le feraient ou pas, et finalement ils le font tout seul. Une fois par an, ils vont appuyer sur ils vont changer de mode et puis ça marche comme ça. Le quatrième petit projet, qui est un peu plus gros cette fois qu'on vous présente, c'est un immeuble de logement construit pour la RIVP rue Mira dans le 18e arrondissement avec Place by Nord-Ouest Architecte et qui était un bâtiment faubourien dans lequel on a un petit peu revisité donc, la question des typologies constructives dans ces tissus urbains denses. Donc on avait comme ça relu un petit peu les typologies qu'on retrouve à Paris, où on trouve en fait beaucoup d'ossature, c'est-à-dire même l'émergence du béton armé dans Paris, c'est beaucoup de bâtiments ossaturés, poteaux-poutres. On a des systèmes en voile porteur uniquement après les années 70. Et du coup, donc, pour ce bâtiment-là, avec Richard Thomas et Christine Dezel, les architectes, on s'est inscrit dans ce tissu faubourien en se disant que le bâtiment se devait d'être enduit dans sa façade, parce que c'était un peu ça, pour nous, l'inscription dans le faubourg. On a une architecture qui est enduite, qui est en général relativement basique. Et derrière cet enduit, on a pensé tout un système constructif en relecture un peu des typologies justement courantes et traditionnelles de ces tissus-là, avec de l'ossature bois comme le pan de bois et du remplissage, sauf que c'est avec des matériaux plus contemporains. Donc c'est un bâtiment qu'on a entièrement construit en béton de chanvre avec ossature bois. Donc on retrouve là sur la gauche le dispositif constructif qui est très très simple, c'est-à-dire qu'il y a une ossature métallique porteuse avec des planchers en bac acier, une ossature bois en façade et le remplissage en béton de chanvre dans cette ossature bois qui est projeté sur une plaque de fer massé côté intérieur et recouvert d'un enduit isolant ou de bardage métallique et zinc sur la cour, ouais. Donc là on voit un peu les différentes composantes de la construction. Ça, je ne vais peut-être pas m'attarder sur ce sujet parce qu'on développera un petit peu sur un autre cas, mais on a commencé assez tôt dans nos projets à faire aussi des bilans carbone de la construction. Et donc, sur ce petit tableau que vous voyez en haut, le bilan de carbone qu'on considère dans ces projets, c'est un bilan global où on associe en gris les émissions de carbone liées à l'exploitation du bâtiment et en bleu les émissions liées à la construction. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à des constructions dites courantes, qui sont les deux premières colonnes, la troisième colonne qui correspond au projet, elle nous montre que le bleu, qui correspond à la construction, on est capable, quand on construit avec des matériaux biosourcés, de diviser, dans ce cas présent, le bilan de la construction par 3. C'est assez considérable et donc quand on s'est aperçu de cette dimension-là, on a compris finalement tout l'intérêt de réfléchir à des solutions constructives un peu alternatives
avec des matériaux à faible impact sur le plan du bilan carbone. Et donc là, on voit la charpente métallique qui a été posée de manière extrêmement rapide, puisque l'ensemble de la charpente était construit en portique préfabriqué de hauteur d'étage. Donc elle a été mise en œuvre en l'équivalent de 3 semaines. Et l'ensemble du chantier, pour toute la question de l'enveloppe, s'est déroulé aussi très très rapidement ensuite, avec en gros 1 mois pour la construction des ossatures bois, puis 3 semaines pour la projection du béton de chanvre. Puis on voit les deux façades. Et le béton de chanvre, comme l'évoquait tout à l'heure Grégoire, c'est un matériau extrêmement intéressant, puisque c'est un matériau qu'on ne va pas couper de l'environnement intérieur du logement. C'est un matériau qui en fait a la capacité de fonctionner comme une éponge et de participer à la régulation hygrométrique, c'est-à-dire la régulation de l'humidité intérieure dans l'air dans les logements. C'est vrai que pour entrer un peu dans le détail, mais sans aller trop loin, on disait qu'il est très absorbant le béton de chanvre, en fait c'est du fait de la paille de chêne-vote, et ce qui se passe c'est que si on prend un cas en hiver où l'humidité est plus forte à l'intérieur qu'à l'extérieur, elle va migrer du coup de l'intérieur à l'extérieur, et en fait le béton de chanvre il va créer l'humidité, la vapeur d'eau va donc se condenser dans l'épaisseur du mur quand elle va se refroidir. Et en fait, en se condensant, elle libère de la chaleur, c'est de la chaleur latente de condensation. Et ce qui fait que ça va réchauffer les premiers centimètres, enfin les 7-8 premiers centimètres du mur. C'est ça qui va apporter l'inertie thermique dont on parlait tout à l'heure, par les phénomènes un peu d'absorption-résorption de vapeur d'eau, de chaleur latente au niveau des changements de phase. Donc c'est un peu comme un matériau à changement de phase. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'assez low-tech entre guillemets, mais qui fonctionne comme un matériau hyper technique, c'est-à-dire un peu comme des matériaux modernes liés à changement de phase. Et donc il y a une petite différence entre le fonctionnement statique du béton de chanvre tel qu'on l'entend en termes de calcul de résistance thermique et le fonctionnement réel au niveau dynamique, où en fait cette prise en compte de l'inertie fait que le niveau de performance est un peu meilleur que ce qu'il est sur le papier. Et en plus, il apporte cette inertie, ce qu'on voyait dans les images précédentes, c'est qu'on va mesurer un peu les températures de surface, et en fait, le béton de chanvre fait que la température de surface en hiver, elle est assez haute, et donc on n'a pas besoin de compenser simplement par une augmentation de la température de l'air. On se sent bien, juste parce que le mur est assez chaud. Et inversement, en été, ça apporte énormément d'inertie par le phénomène inverse. En plus de réguler le taux d'humidité intérieure, qui lui, tout comme la température, est assez stable. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que un des cœurs du sujet qui est un peu mis de côté dans toute la problématique, comme je disais tout à l'heure, un peu la lutte pour l'isolation maximale, c'est le traitement des phénomènes de transfert de vapeur d'eau dans le bâtiment et le recours à des matériaux étanches qui font que si cette question n'est pas bien traitée, ça non seulement ça crée des pathologies en termes sanitaires, parce que de développement de champignons, des choses comme ça, et de performance qui n'est pas forcément au rendez-vous. C'est vrai que les bâtiments BVC qui existent depuis quelques années, le constat actuel, c'est qu'on a un peu du mal souvent à atteindre les résultats qui étaient annoncés au départ, pour différentes raisons, mais en tout cas ça c'est un des points assez importants de faire en sorte que ce qu'on construit, on est capable de garantir que l'on va construire ce qu'on avait prévu, ce qui n'est pas toujours facile. Et ce qui est très très intéressant avec le chanvre, c'est que ces phénomènes de changement de phase qu'expliquait Grégoire, en fait, ils sont liés à la structure extrêmement complexe de la fibre du chanvre qu'on voit là justement au microscope. Et c'est des images donc, développées par Mike Lawrence, qui est un chercheur de l'université Bath en Angleterre. Et on voit là dans cette structure en fait des grands canaux principaux et puis des séries on voit mieux sur l'image d'avant, mais des séries de petites cellules qui environnent ces canaux principaux, et entre les deux,
une structure microporeuse qui met en relation justement toutes ces cellules avec ces canaux. Et c'est cette structure extrêmement complexe qui fait que la vapeur qui va traverser la matière, la chaîne Watt, va se retrouver à traverser cette structure de canaux et elle va être aspirée en quelque sorte dans les cellules qui sont périphériques, dans lesquelles la vapeur va se condenser à des températures légèrement supérieures à celles à laquelle elle se condense sous justement une pression atmosphérique. Ça veut dire que ça accélère les phénomènes de changement d'état de l'eau et qu'en même temps, donc le champ a la capacité comme ça de pouvoir stocker l'eau dans ces structures poreuses et ensuite de permettre donc des phénomènes dans un sens et dans l'autre de condensation et de vaporisation de l'eau. Voilà ce qui explique un petit peu ce schéma. Mike Lawrence montre ce petit schéma extrêmement intéressant dans lequel il a dans un mur positionné différents capteurs dans l'épaisseur du mur. Vous avez à gauche le trait vert qui correspond à l'extérieur du mur et à droite le trait bleu correspond à l'intérieur. Et donc dans un fonctionnement statique, entre un côté du mur qui est chauffé à 20 degrés, un autre côté qui est à 5 degrés, il y a donc un transfert qui va se produire entre les deux côtés du mur, l'énergie depuis l'intérieur qui est chauffée vers l'extérieur. Et les deux courbes, qui sont donc résultats de mesures dans ce complexe expérimental, les deux courbes représentent en rouge la température et en vert l'humidité à l'intérieur du mur. Et on note la parfaite, justement, adéquation entre la variation de la température et de l'humidité qui explique justement le fait que dans le mur, à un moment donné, donc la vapeur se condense, se condensant, elle produit de la chaleur qui ralentit la déperdition de température. Donc on voit que par ce diagramme de variation, la corrélation exacte entre la variation de l'humidité et la variation de la température, qui explique ce phénomène de changement de phase de l'eau et de production d'énergie qui apporte de la chaleur dans le mur. On serait censé avoir une ligne droite en fait entre les deux points, tout simplement. Et là, on a cette cassure qui montre qu'il se passe quelque chose dans les premiers centimètres. Et donc là, on a une courbe qui correspond à une situation d'hiver et on aurait la même chose dans une situation d'été. Et si je reviens un tout petit peu sur les premières images qui sont intéressantes, ici, c'est que là, donc sur un des chantiers qu'on avait construit en béton de chanvre, on a fait des mesures de température de surface en plein été, un jour où il faisait 30 degrés à l'extérieur, et vous remarquez que le thermomètre il indique des températures qui sont de l'ordre de 15 à 18 degrés. Et donc on a véritablement une sensation de fraîcheur très importante quand on rentrait sur ce chantier ce jour-là. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 10 degrés au minimum de différentiel de température entre les murs et l'air intérieur, ce qui faisait qu'on avait l'impression de rentrer dans une cave. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y avait pas de fenêtre sur le chantier. C'est vraiment juste le comportement de la paroi qui fait ça. Qui produisait une fraîcheur très importante, bien plus efficace que donc une climatisation. Alors le projet d'après, c'est justement tirer des images qu'on voyait, c'est 10 logements en fait au Loge en Josas. La petite histoire, c'était un maître d'ouvrage avec lequel on avait déjà fait une maison en bois avec l'agence du Mont-le-Grand. Donc maison en ossature bois avec un peu la superposition des couches, l'isolation, frein vapeur, tout ça, les membranes, qui ne me paraissait pas très satisfaisant. Et là on est reparti sur un programme de 10 logements dans un contexte un peu plus rural, parce que c'est les Yvelines, c'est la vallée de la Bièvre, et
Et avec nous, la volonté de trouver un matériau qui permette d'apporter une réponse un peu homogène sur le mode constructif et non pas de venir empiler des matériaux entre eux. Et donc on commençait, on n'avait pas réalisé encore beaucoup de projets en béton de chanvre, mais c'était au moment de la Rumira, donc on a envoyé sur la question. Puis le béton de chanvre, il a permis d'apporter une réponse assez essentielle, ça permettait de faire des enduits à la chaux. C'était une volonté du maître d'ouvrage et puis aussi du contexte ABF et compagnie d'avoir des enduits assez qualitatifs. Donc c'était un des seuls matériaux qui permettait d'apporter toutes les solutions. Ça s'est bien sûr pas fait d'un coup, il y a pas mal d'études et d'analyses sur différentes typologies pour justifier en fait de l'intérêt de cette solution. Mais donc le principe constructif c'est un peu le même que celui de la Rumira, c'est de l'ossature bois avec du remplissage en béton de chanvre. Et la particularité de ce projet qu'on peut développer là, maintenant, c'est le fait que par rapport à la Rumira, la différence c'est qu'on n'a plus de métal, on n'a que du bois. On a du béton en fait pour les infrastructures et pour des murs de refond qu'on voit en fait, ce sont les murs séparatifs entre les logements, qui était la solution la plus entre guillemets pertinente au niveau épaisseur et performance acoustique pour séparer les logements entre eux. Et économique, c'est cool. Mais donc on a une enveloppe qui est vraiment constituée de matériel biosourcé avec, en thermacelle, mais le bois, le béton de chanvre en façade et en toiture. Et donc le bilan carbone à cette époque, qu'on a un peu repris depuis dans des modèles, c'est vrai qu'on a un petit topo sur la construction du mur, on voit vraiment l'ossature bois, le fan thermacelle, le béton de chanvre sur 28 cm et puis l'enduit extérieur. Puis un peu la même chose en toiture, avec un pare-pluie sous la couverture en tuyau. Et donc on arrivait sur un bilan carbone qui était vraiment très minime, quasiment proche de 0. Il est à peu près à 70, donc, sachant que ça c'est l'étude qu'on a faite à l'époque et depuis il y a eu pas mal de changements notamment dans les valeurs qui sont données dans les fiches FDES qui sont un peu ce qui donne la valeur de l'émission carbone de différents produits de construction, liés notamment à la mise en place du label EPC- que vous connaissez sûrement. Donc, ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est toujours un petit peu la comparaison entre différents constructifs et différents niveaux de performance. Et le fait qu'on soit plus performant pour diminuer les émissions qui sont liées à l'utilisation, c'est bien, mais si l'impact du chantier devient aussi important que 60 ans d'utilisation, ça commence à poser un peu des problèmes, ce qu'on voit sur la deuxième colonne. Et que tout simplement le recours à ces matériaux-là et la diminution assez importante de l'impact du chantier permettent d'atteindre un peu le fameux facteur 4 qu'on cherche, qui est un petit peu la clé de voûte qui date des conférences de Rio des années 90, où on s'est dit il faut diviser les émissions de carbone par 4, sinon on ne se sortira pas. Et, donc voilà, c'était assez intéressant sur un projet comme ça de voir qu'on pouvait s'en approcher. Et puis le dernier point qu'on s'est amusé à comparer, c'est entre ce projet-là et puis ce qu'aurait été un matériau, encore une fois, traditionnel, au sens plutôt maçonnerie de parpaing avec des isolations plus standards, et la typologie bâtiment BEPOS, où on va encore remettre des équipements, donc de la technologie, mais surtout des câbles, des choses comme ça, des panneaux solaires, qui font que le poids va encore être encore supérieur. Donc en fait, on va presque encore une fois dégrader le bilan carbone sous prétexte d'amélioration des niveaux de performance. Et c'est tout, ce qui est intéressant, c'est vraiment tout cette logique historique qui est venue d'abord de crise pétrolière et de volonté d'isolation des bâtiments, qui ensuite se sont en fait transposées dans la problématique environnementale un peu plus large, qui elle a envisagé plutôt les émissions de carbone. Et tout le système économique s'est mis en place autour de cette question d'isolation qui est encore hyper présente aujourd'hui, dans laquelle on a un peu du mal à sortir. Et après, justement, dans ces bilans carbone, on procède, comme on voit sur le diagramme du bas, par composantes, c'est-à-dire chaque partie de la construction, les terrassements, les fondations, etc. On décompose le bilan carbone de manière assez détaillée, justement selon ces composantes, et on a, dans le cadre de ce projet, fait une évaluation de ce bilan carbone en phase exécution, c'est-à-dire on avait les plans d'électricité, les plans de plomberie, et pour un logement, on a détaillé de manière extrêmement précise la quantité d'éléments utilisés pour la technique dans le bâtiment, et ça donne ce résultat assez étonnant. Vous voyez que la colonne verte dans ce diagramme du bas, c'est le bilan carbone des équipements techniques
On a mis dedans la chaudière. Il n'y a pas des équipements très sophistiqués, hein, mais juste une ventilation mécanique, une chaudière. Voilà, ça reste finalement un poste qui est encore plus important que le gros œuvre. Voilà, on a été très très surpris de ce résultat et ça se confirme hein, quand on regarde évidemment les chiffres qu'on peut avoir aujourd'hui sur les premières expérimentations qui sont faites en E+C-. C'est un très très gros poste. Alors c'est un très gros poste dans le cadre de ce projet, parce que dans le cadre de ce projet, on a un bilan carbone de la construction qui est très faible. Voilà, c'est pour ça que tout d'un coup, ce poste-là ressort de manière très préoccupante. Très important. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant, c'est que les études qu'on vous présente, là, on les a faites en 2014, et on les a reprises en 2018 dans le cadre d'une expérimentation en plus c'est moi sur un autre projet. Où en fait, on a remis à jour les calculs avec les nouvelles fiches FDES. Voilà. On ne va pas trop détailler, mais ce qui est assez marrant, c'est que on prenait en compte à l'époque assez facilement la question du carbone qui est stocké dans les matériaux biosourcés. Et plus récemment, avec le label plus moi, on l'a un peu sorti. Alors pour des raisons plutôt, pour certaines raisons qu'on ignore, mais elle est très, aujourd'hui elle est sujet à controverse, cette question du carbone stocké, parce que en fait ils sont presque trop performants du point de vue environnemental, les matériaux biosourcés. On est obligé de justifier du fait que ce soit intéressant alors que la question ne devrait même pas se poser. Donc la grosse différence entre ces deux diagrammes, vous avez remarqué, c'est la colonne jaune. Dans un cas, on stockait énormément de carbone dans l'isolation en 2014, et quand on refait le calcul en 2018, on est plus capable de stocker de carbone à cet endroit-là. Alors que bon, les matériaux en soi n'ont pas forcément changé. Ouais. L'autre élément qui est très très intéressant, là vous retrouvez ces trois calculs, donc les calculs qu'on a fait en 2018. Oui, merci. C'est que il y a une évolution des normes dans l'analyse du cycle de vie des matériaux. Donc aujourd'hui, on prend peut-être un peu plus de paramètres en considération et de manière plus normalisée. En fait, c'est surtout la question de la fin de vie. Mais il y a aussi c'est la fin de vie des matériaux biosourcés où en fait, à un moment, les gens du béton, enfin, je sais un peu rapidement, mais bon, on a commencé à dire, attendez, vous n'êtes pas capable de justifier qu'à la fin de vie des bâtiments, le carbone qui est stocké, il ne repart pas dans l'atmosphère. Parce que vous n'êtes pas capable de justifier ce que vous faites à la fin de vie de vos produits. Et donc, on va dire, le plus simple, c'est de dire que ça repart dans l'atmosphère. Et donc, on enlève tout ce qui était stocké, on le met dans un truc qui s'appelle le module D. Et en fait, on va dire qu'il y a des bénéfices possibles à la fin de vie sur le terme de recyclage, des choses comme ça. Mais le carbone qui est stocké, on considère qu'on a une bonne partie qui repart dans l'atmosphère. Alors que, on prend la question du bois, les bancs de bois à Paris, qui sont là depuis 300 ans, à la fin d'un projet, on ne va pas brûler le bois et puis renvoyer le carbone dans l'atmosphère, c'est un peu bête. Et voilà. Donc en fait, aujourd'hui, comme la filière biosource n'est pas capable de justifier ça, la fin de vie des matériaux, et on leur dit, le carbone qui est stocké, vous allez le compter un peu moins. Oui, c'était une politique de ne pas privilégier trop un mode constructif par rapport à un autre. Le problème, c'est que là, l'écart avec le béton, il devient faramineux. Alors, le béton, il ne peut plus rattraper la course. Ouais. C'est un peu problématique. Et au niveau point de vue économie de marché, c'est vrai qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas fixer des règles dans ce cadre-là. C'est vrai qu'il faut y aller un peu plus évolutive. Et mesurer le potentiel de réemploi des matériaux. Ouais, et du coup, travailler sur la fin de vie, c'est ce qu'on essaie de faire sur d'autres projets, ou notamment sur le béton de chambre, de justifier le fait que la fin de vie qui est prise en compte dans les fichiers FDES, elle peut être différente. Parce qu'on est capable de transformer, donc il faut passer par des petits chantiers d'emploi, on met en place des chantiers justement de déconstruction de petits prototypes en béton de chambre. Il faut essayer de quantifier ce que ça pourrait être. Mais c'est basiquement un problème normatif. Ouais, aujourd'hui c'est un problème normatif. Ouais. Oui, absolument. Et en même temps, en face du béton de chambre, il y a des matériaux comme le béton armé, lui, qui est face à des tels volumes aujourd'hui qui sont déconstruits et qui sont donc envoyés en décharge, que les filières aujourd'hui de revalorisation de ces matériaux issus de la démolition existent. Et elles sont structurées. Et elles sont structurées et elles sont performantes aujourd'hui, elles sont assez performantes. Donc, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est deux choses quand on voit ce diagramme, c'est d'abord l'amplitude des résultats en fonction des paramètres qu'on prend en compte, parce qu'on parle du même matériau et on peut considérer en fait que le bilan carbone de notre construction
est de l'ordre de 300 ou 250 ou peut-être de 50 si en fonction des paramètres qu'on va prendre en compte. Mais ce qui est surtout très très intéressant, c'est que par rapport au niveau carbone 1 et carbone 2 qu'on a figuré là dans ce diagramme du label EC-, on est quand même tout simplement à la moitié des exigences de ces labels. Donc c'est intéressant de montrer qu'on est très très en dessous des critères de ces performances-là. Donc c'est intéressant quand même à noter. Et là, c'est le carbone biogénique. Voilà, c'est ce carbone qui est stocké justement, c'est celui-là. Ouais. Et du coup, là, on voit la deuxième exigence des labels EC-, qui est d'ajouter à la partie bleue, qui est attachée à la question de la construction, toute la partie qui est orange, qui correspond à l'exploitation du bâtiment. Et bon, bah là, on retrouve les deux niveaux, carbone 1, carbone 2, et c'est un petit peu plus la contrainte, mais on n'est pas loin d'arriver quand même au carbone 2. Alors le 6e projet qu'on vous présente là, et c'est presque le dernier, c'est un immeuble de logement qu'on a réalisé avec Thibaut Barrault et Cyril Pressaco à nouveau, rue Oberkampf à Paris, qui est un bâtiment qu'on a construit en pierre massive. Et ce qui est intéressant finalement c'est pas forcément un truc qu'on met complètement bien en exergue, mais dans les éléments qu'on vous présente, c'est qu'on s'aperçoit que dans nos recherches un peu itératives, projet après projet, notamment avec Cyril et Thibaut avec lesquels on travaille depuis quelques années, on évolue ensemble de manière collégiale un petit peu dans nos modes de travail collaboratif. Et cette petite axono, qui était une axono du concours, illustre assez bien ce souci qu'on a dans les projets quand on travaille avec les architectes avec lesquels on bosse, d'aller très très loin, très très tôt dans la définition des solutions constructives avec lesquelles on travaille, et que ça participe complètement de la définition de l'architecture du projet. Ici, sur cette axono, ce n'est pas les solutions qu'on a finalement réalisées, parce qu'on était parti sur des dalles en béton avec des rupteurs de pont thermique dans les murs, entre le chaînage qui est dans le mur et puis la partie banale. Mais finalement, c'est à peu près le même dispositif quand même sur le plan performantiel qu'on a cherché ensuite. Et donc, le bâtiment est... on n'a pas beaucoup de plans, mais c'est un bâtiment avec une façade sur rue et une façade sur cour qui sont entièrement réalisées en pierre porteuse. Et du coup, avec nous, la particularité, c'est quand même qu'on a une seule façade nord-ouest sur cour et puis des façades, enfin plutôt nord-est, et des façades sud-est et sud-est sur la cour. Donc, une grosse différence entre pas beaucoup de façade nord et beaucoup de façade sud. Donc, pas mal d'apport solaire. Et donc, l'enjeu initial, c'était un peu de tirer parti de ça et d'ajuster l'intervention sur l'enveloppe. D'être un peu minimaliste. Au départ, on ne voulait pas isoler la pierre, on voulait vraiment faire le bâtiment post-crânien avec la pierre plutôt légère, assez performante de 50 cm avec juste un enduit correcteur. Sinon, la pierre s'est un peu amincie et durcie pour les questions d'appui des planchers. Et donc, on a isolé avec 10 cm de béton de chanvre, et comme je disais tout à l'heure, c'était 10 cm, c'est équivalent à 5 cm de laine. Et donc, pourquoi à la fois par cette question de volumétrie, d'orientation des façades, et puis aussi de contexte urbain, et surtout de questions de traitement du pont thermique et de gestion de l'appui des planchers sur les façades, avec notamment l'utilisation du bois, qui permet de résoudre pas mal de problèmes.